Eh bien, ce soir, nous vous convions à une visite au musée de zoologie de la ville et de l'université de Nancy. Monsieur le professeur Condé, vous êtes à la fois professeur à la faculté de sciences et en même temps directeur de ce musée dont nous parlons. Je suppose que ce n'est pas, enfin, qu'il y a une coïncidence, que c'est voulu. Ce n'est pas une coïncidence, disons que c'est une tradition. Et à ce propos, il faut rappeler le souvenir de Godron, qui fut le créateur, fondateur du musée, et la mémoire de Queneau, qui en fut le rénovateur en 1933 et auquel nous devons le bâtiment actuel. De toute manière, l'accent est mis sur la recherche. Double vocation de tout musée comme de l'enseignement supérieur, d'une part l'enseignement et d'autre part la recherche. Les galeries d'exposition destinées au public ne sont qu'une partie, une légère partie de l'activité du musée, qui s'étend à divers domaines de recherche avec de nombreux correspondants dans le monde entier. Avec toujours l'ambition de réaliser un musée très vivant. Autant que possible, et pour le public et pour les recherches qui y sont faites. Quelle est l'importance des collections que vous possédez et que nous allons voir tout au moins partie? Elles sont très vastes, tant sur le plan général que sur le plan régional. La collection régionale est particulièrement importante, nous y apportons un soin tout particulier. Un musée de province doit avoir d'abord une collection régionale, mais nous ne négligeons pas non plus les formes exotiques qui peuvent intéresser le public. Alors, si vous le voulez, procédons par ordre et nous allons découvrir qu'il existe des mammifères qui pondent des œufs. Oui, il y a toute une série de mammifères pondant des œufs, le groupe des monotrèmes, représenté de nos jours par les ornithorynques et les échidnés. Les œufs sont analogues à ceux des reptiles ou des oiseaux, si vous voulez. Et les marsupiaux? Les marsupiaux, c'est un groupe beaucoup plus varié, extrêmement diversifié, ils peuplent tous les milieux, ils reproduisent à peu de choses près les types que l'on rencontre chez les mammifères supérieurs. Par exemple, un mammifère carnassier a pour pendant le thylacine, qu'on appelle le loup marsupial. Un rongeur, un herbivore, a pour correspondant le kangourou. Parmi les mammifères supérieurs, il y a, que l'on suppose connus, il y a aussi toute une série de formes très étranges. Il y a des formes très étranges, par exemple les oryctéropes d'Afrique, les cochons de terre qui vivent dans des terriers et qui se nourrissent de termites et de fourmis. Les pangolins qui ressemblent à de grosses pommes de pin, le corps est couvert d'écailles, grosses écailles épidermiques comme un cône d'épicéa. Les paresseux des grandes forêts d'Amérique du Sud, les fourmiliers, les tatous. Paresseux, fourmiliers, tatous, vous les associez? Oui, c'est un groupe d'origine commune, sud-américain, exclusivement. Bon, il y a des animaux beaucoup plus familiers et en particulier il y a les chats. Seulement, il y a des chats au sens très large du terme d'ailleurs qui ont très mauvaise réputation. Oui, il y a les petits chats et les grands chats. Les uns et les autres ont une assez mauvaise réputation. Les grands surtout, on les taxe de férocité, on les naturalise dans des attitudes menaçantes, agressives. En réalité, ce sont des animaux très calmes. S'ils n'étaient pas calmes, il y a longtemps qu'il n'y aurait plus de dompteurs. Un spécimen tout à fait remarquable, le lion que vous possédez qui n'est pas un lion ordinaire. Oui, le lion est très mal naturalisé, mais c'est un lion d'Afrique du Nord, une race éteinte en 1922 par la main de l'homme. C'est une relique. Et l'ours? Témoignage. Et l'ours? Les ours, il y en a toujours, les ours ou les ours, quand vous voudrez, il y en a toujours des bruns dans les montagnes, des blancs dans la mer. Ce sont des animaux très nous allons, intéressants si vous d'ailleurs. voulez sauter les étapes, il y a aussi la loutre. La loutre est une forme aquatique, une transition effectivement entre les carnivores terrestres et les carnivores aquatiques. Je crois que l'on a beaucoup d'imagination dans votre profession. Vous arrivez à associer les otaries et les loutres. Par quel biais? On y arrive assez facilement. L'adaptation de l'otarie est beaucoup plus poussée que celle de la loutre, mais elle est très inférieure à celle du phoque ou du morse. Il subsiste les oreilles, la position des pattes antérieures et surtout des pattes postérieures. L'otarie peut marcher, peut sauter, se monter dans les cirques, alors qu'un phoque est déjà beaucoup plus lourd et un morse est très handicapé sur la terre ferme. Et pour ces deux derniers animaux, vous possédez aussi des crânes et des squelettes. Oui, les morses sont très spectaculaires. Les mâles possèdent d'énormes canines, extrêmement impressionnantes, en lame de sabre. Et les rongeurs? Les rongeurs, c'est le plus grand, le plus important de tous les groupes de mammifères. Plus de 900 espèces à l'heure actuelle, toutes les tailles, depuis la souris, petite et grosse souris, n'est-ce pas, les rats, les cochons d'Inde, jusqu'au cabiai d'Amérique du Sud, qui est la taille d'un petit cochon, d'un petit porc, qui est le plus gros de tous les rongeurs actuels. Nous débouchons sur les insectivores. Oui, qui nous intéressent à divers titres. C'est parmi ceux-ci que nous devons rechercher les ancêtres des primates. Nos ancêtres lointains, mais effectifs tout de même. Certaines musaraignes arboricoles de la région indo-malaise sont certainement parmi nos grands-parents. Alors non seulement nos grands-parents ne sont pas
Enfin, les Gaulois, bien sûr, mais enfin, ne sont pas les singes, mais encore, il faut aller chercher dans oui, des espèces qui sont tout à fait curieuses. Les singes sont des cousins. Ils dérivent eux aussi d'insectivores primitifs. Ils dérivent eux aussi de musaraignes. Ils ont divergé de l'homme il y a fort longtemps. Il n'empêche que vous avez une collection de singes et que l'on arrive par ce biais à l'homme. Il y a différentes étapes qui peuvent s'imaginer se représenter par les différents types simiens actuels. On peut passer par exemple de l'orang-outan au gorille, puis au chimpanzé et enfin à l'homme. Il y a des ressemblances, mais pas de filiation directe, bien entendu. Eh bien, nous verrons d'autres animaux, nous aurons l'occasion de voir d'autres animaux, et en particulier, nous donnons rendez-vous à nos téléspectateurs pour prendre contact avec de multiples oiseaux, des reptiles, des poissons et aussi des batraciens. C'est entendu.